Bonjour à tous, bienvenue à Hebdo4, votre émission d'information locale et régionale. Voici la programmation pour notre édition du 26 janvier. La personnalité de l'année au gala reconnaissance de la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs, un organisme qui est là pour nous aider notre santé financière, un résumé de l'autopsie de nos déchets, une formation d'éveil à la lecture, une entreprise gaspésienne spécialisée dans les filets et casiers faits sur mesure. Télévague vous souhaite une très bonne émission. Nous commençons cette semaine avec la lauréate de la personnalité de l'année au dernier gala reconnaissance de la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs. Madame Nancy Goff nous partage son dévouement dans le domaine des violences conjugales et ayant œuvré à la Maison d'aide et d'hébergement L'Émergence pendant plus de 35 ans. Nancy, vous avez annoncé récemment que vous allez prendre votre retraite. Combien d'années vous avez travaillé dans le domaine des violences conjugales? Ça va faire bientôt 35 ans que j'œuvre à la consolidation, au développement de la Maison d'aide et d'hébergement L'Émergence. Parlez-moi donc de l'évolution de la violence conjugale que vous avez remarquée. Ce qui est le plus remarquable, c'est l'ensemble des mesures structurantes qui ont été mises en place pour mieux accompagner en toute sécurité les femmes qui subissent des violences conjugales ainsi que leurs enfants et également venir en aide aux auteurs de violences conjugales. Donc, si on recule il y a 30 ans, le réseau des maisons d'aide et d'hébergement, par exemple, n'était pas développé aussi consolidé qu'il l'est aujourd'hui. On n'avait pas de tribunal spécialisé, il n'y avait pas de cellule d'intervention rapide. Donc, ce sont toutes des mesures qui sont venues en appui à la cause, mais il demeure que nombre de travail est encore sur la table pour l'avenir. Si on retourne en arrière, au début de l'émergence, il y avait combien d'employés à comparer aujourd'hui? En fait, si on retourne en 1990, après avoir ouvert une première ressource d'aide et d'hébergement qui était financée via un financement ponctuel, on n'est demeuré que 2 seuls employés. Donc, si je retourne 35 ans en arrière, l'émergence a débuté avec un budget de plus ou moins 3 000 $, une employée à demi-temps et quelques fiches dans une boîte de carton. Donc, 35 ans plus tard, c'est une ressource qui se décline en 3 volets de services. Service d'aide et d'hébergement 24/7, service post-séparation sous le chapeau de la Maison Mary Grace et la nouvelle venue, la ressourcerie Bevel. Comment vous avez fait pour travailler pendant si longtemps en étant témoin de violences conjugales au quotidien? Ma principale source d'inspiration, elle est venue des femmes et des enfants qui ont été accueillis dans nos refuges d'aide et d'hébergement, puisque c'est en elles et eux où j'ai vu les étincelles s'allumer à nouveau dans leurs yeux, que j'ai trouvé la motivation pour porter cette cause aussi longtemps. Au dernier gala de reconnaissance de la Chambre de commerce, vous avez été élue la personnalité de l'année. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est une reconnaissance qui va droit au cœur, évidemment, et pour moi, c'est d'envoyer un message fort et puissant à la communauté que le milieu des affaires est en arrière de la cause, en arrière de la lutte contre les violences conjugales. Donc, c'est aussi envoyer un message fort et puissant à toutes ces femmes qui subissent des violences conjugales et à leurs enfants et aux auteurs de violences conjugales qu'ici, dans la Baie-des-Chaleurs, on se préoccupe des victimes, on se préoccupe des auteurs de violences conjugales et même le milieu des affaires est présent au rendez-vous. Oui, mais justement, vous avez reçu un don de la firme Raymond Chabot Grant Thornton de 12 000 $. Ça sert à quoi, ça? D'abord, je tiens à saluer cette initiative de l'équipe de Raymond Chabot Grant Thornton et ces 12 000 $ qui ont été consentis à plusieurs maisons d'aide et d'hébergement en Gaspésie et dans le Bas-Saint-Laurent. En fait, ça va réellement permettre de pouvoir répondre aux besoins essentiels des femmes et des enfants lors de leur accueil en hébergement, que ce soit dans un contexte de crise 24/7 ou dans un contexte post-séparation après la rupture. On passe par les effets scolaires, les produits sanitaires, les vêtements, vraiment les articles essentiels lors de l'accueil. Trouvez-vous que les gens qui sont victimes de violences attendent trop avant de demander de l'aide? Ce qui importe, c'est de choisir le moment opportun et le moment où la femme se sent en sécurité pour quitter la relation violente. Il y a des mesures qui doivent se mettre en place justement pour assurer cette sécurité-là. Et le plus important, lorsqu'on intervient ou accompagne une femme qui subit des violences conjugales ou des violences conjugales post-séparation, c'est le respect du rythme. Parce qu'elle seule peut savoir à quel moment elle peut quitter en sécurité la situation de violence qui perdure souvent depuis des années, voire des mois.
Avec une retraite bien méritée, avez-vous des petits projets pour le futur? Je vous dirais qu'il y a évidemment étant une personne de défi, ce que j'ai travaillé finalement les 35 dernières années. J'ai des défis sur la table de travail que je pourrais préciser là, dans un avenir approché, mais il y a notamment l'investissement dans l'entreprise familiale avec mon conjoint et mon fils, donc qui aspirent à prendre la relève de l'entreprise familiale. Je vais m'investir avec eux et j'ai également quelques projets connexes sur la table. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie infiniment pour l'entrevue. Les finances personnelles sont un sujet crucial qui mérite notre attention. Dans ce reportage, nous présentons Yannick Paradis, le directeur de l'ACEF de la péninsule. Il fait le tour de tous ces services que l'organisme peut faire afin d'aider notre santé financière. L'ACEF, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, donc Association coopérative d'économie familiale, c'est ça l'acronyme ACEF. Donc, avec les thèmes économie familiale, on sent que ça découle de quand même quelques années. Tout le monde se rappelle des fameux cours d'économie familiale au secondaire. Donc, c'est de là que ça découle les ACEF, donc des années 70-80. Chaque région du Québec a son ACEF ou un organisme qui fait à peu près le même mandat. Donc, nous, ça couvre vraiment l'ensemble de la Gaspésie, les îles, aussi la vallée de la Matapédia et la Matanie. Quel genre de service vous offrez? Oui, donc 3 grands volets de services de notre côté. Donc le premier grand volet, c'est la consultation budgétaire. Donc aussitôt qu'une famille, une personne vit des difficultés financières ou tout simplement des questionnements sur les finances, ils prennent rendez-vous avec nous, on s'assoit avec la personne puis on regarde comment on peut améliorer la situation. Donc ça, c'est le premier grand volet. Ça peut être tout simplement une jeune personne qui, a des projets d'études, des projets de partir en appartement, puis veut tout simplement se faire un budget pour savoir si ça va bien fonctionner, par exemple, en appartement. Ou tout simplement l'autre extrême, qui est une personne qui vit des difficultés financières intenses, qui doit peut-être passer par un processus de faillite ou de proposition de consommateur. On va accompagner la personne dans ces processus-là, c'est notre mandat. Donc, le deuxième grand volet de service, c'est des ateliers d'éducation financière. Donc, on se rend dans les écoles, dans le milieu communautaire, même dans les centres de détention, offrir des ateliers sur le budget, le crédit, les impôts, les assurances, tout ça. Donc, vraiment dans un volet de prévention à ce moment-là. L'autre grand volet de service qu'on a, c'est la défense de droits de consommateurs. Donc, quand un citoyen ou un consommateur vit des difficultés avec un commerçant, donc une garantie pas honorée, des erreurs sur des factures, sur des contrats, on peut accompagner la personne pour faire valoir ses droits avec l'Office de protection du consommateur et d'autres organismes qui nous accompagnent là-dedans. OK. Est-ce que ça s'adresse à tout le monde malgré n'importe quel revenu? Oui, tout à fait. Donc, il n'y a aucun critère d'admissibilité pour nos services. Donc, il n'y a pas d'âge prescrit, il n'y a pas de revenu prescrit non plus. Donc, chaque citoyen qui en fait la demande, on va accompagner la personne. Puis, l'ensemble de nos services sont gratuits. OK. Parfois, c'est pas toujours évident de parler des finances avec nos proches. C'est quoi votre approche avec les clients? Oui, je comprends tout à fait. Donc, à noter que nous, à l'ACEF de la péninsule, on n'est pas des conseillers financiers, on n'est pas des comptables. Donc, on est vraiment des intervenants, des gens formés en intervention pour vraiment accompagner la personne au niveau psychosocial. Donc, pour pas non plus monter des programmes financiers, on est vraiment là pour écouter la personne, la comprendre dans ses difficultés, en même temps qu'on fait un budget prévisionnel puis on regarde comment on peut améliorer les finances. Donc, on a vraiment une approche vraiment en intervention et non pas en finances personnelles comme un conseiller financier ou un comptable, par exemple. OK. Après le temps des fêtes, ça peut être difficile point de vue financier. Avez-vous des conseils? Oui, tout à fait. Donc, c'est souvent l'erreur que les gens font. Donc, établir les finances personnelles après les fêtes. Donc, regarde comment on peut rembourser les dettes qui ont été contractées pendant le temps des fêtes. Donc, c'est là l'erreur. Donc, le temps des fêtes, ça se prépare, ça se prévoit. Donc, c'est important en début d'année de s'établir un bon budget pour voir combien qu'on peut économiser par semaine ou par mois pour accorder aux dépenses du temps des fêtes. Hein, on veut gâter nos enfants, gâter nos petits-enfants, mais bon, ça crée quand même des conséquences sur le budget, surtout quand les budgets sont serrés. Hein. Donc, pourquoi pas le prévoir d'avance, établir un bon budget avec de l'épargne reliée à tout ça pour éviter de dépasser nos limites. Là. Avec l'inflation, avez-vous remarqué une augmentation des demandes à l'ACEF? Une certaine augmentation, oui, mais je vous dirais un peu plus au niveau de la complexité des demandes. Donc, c'est vraiment là où ça devient un peu plus intense. Donc, présentement, on a beaucoup de demandes en lien avec des hypothèques, des dangers de saisie de maison, des taxes non payées. Donc là, on parle de conséquences extrêmement grandes pour le citoyen qui n'a pas de difficulté à payer une carte de crédit, mais bien sa maison, donc qui a le besoin primaire de se loger. Là. Donc, on a beaucoup de ça présentement dans nos bureaux. Probablement, des prêts et des cartes de crédit que les soldes ont augmenté suite à la pandémie, on ne se le cacherait pas. Donc voilà, c'est beaucoup plus ça ces années-ci comme demande. Ouais. Est-ce que souvent les gens attendent trop pour consulter à propos de leurs finances? Tout à fait, puis c'est ça l'erreur. Donc souvent les gens vont
par fierté, par honneur, vont vouloir se dire je vais régler ma situation moi-même. Puis bon, c'est très tabou, les finances personnelles, c'est très gênant à aborder, puis on en est conscient. Mais bon, nous, on est là pour rappeler aux gens avant qu'il soit trop tard, parce que les solutions, il y en existe, mais des fois, il est trop tard pour avoir accès à des solutions, par exemple, au niveau des finances personnelles. Ce qui fait qu'on doit se rabattre avec une faillite ou une proposition de consommateur. Mais si le citoyen, le consommateur, nous aurait appelé peut-être quelques mois avant, on aurait peut-être évité la faillite, on aurait peut-être pu passer par une autre solution où est-ce que les conséquences sont beaucoup moins grandes que, par exemple, une faillite. Comment ça fonctionne? Ça va avoir recours à vos services? Oui, donc, mon Dieu, tout plein de manières de nous rejoindre. Donc, bien évidemment, les réseaux sociaux, Facebook, notre site Internet, bien évidemment, le téléphone. Il y a moyen de prendre un rendez-vous directement sur notre site Internet via Booking. Donc, vous prenez rendez-vous directement avec nos intervenants. Vous pouvez appeler aussi à notre numéro 1-800 pour qu'on vous parle directement, pour qu'on puisse comprendre la situation avant un rendez-vous. C'est quelque chose qui est possible aussi. Donc, toutes sortes de manières de nous rejoindre là, sans souci. J'invite les gens à faire appel à nos services si vous vivez des difficultés financières, puis même, je dirais même, avant de vivre des difficultés, appelez-nous. Si vous avez besoin qu'on éclaircisse vos finances personnelles, qu'on établit un bon budget, bien, on est là pour ça. Si jamais vous avez des groupes de citoyens qui aimeraient bénéficier d'ateliers de notre part, bien, ça nous ferait plaisir aussi. On aime bien mieux travailler en prévention avec les gens qu'en intervention. Donc, on aime mieux dire aux gens de bien faire un budget que de dire à une personne, pensez peut-être à une faillite, parce que là, la situation financière est très dommageable. Donc voilà. Télévague a rencontré la sympathique Audrey-Maude Sauvé, chargée de projet à la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Elle nous offre un compte-rendu de l'autopsie des déchets qui a été effectuée dans la MRC Rocher-Percé. Est-ce qu'on pourrait en savoir davantage sur l'étude que vous avez faite sur les arrivages à l'un de vos sites d'enfouissement technique? Oui, dans le fond, on a fait une caractérisation là, à l'automne 2023. Donc, c'était vraiment on était une équipe de 4, de prendre des sacs, donc un échantillon de chaque camion. Pas chaque camion exactement, mais pour représenter notre population. Autant au niveau du résidentiel que des commerces. Et de vraiment ouvrir et séparer en 14 catégories. C'est ça qu'on avait. Donc, pour voir si les gens trient bien ou pas. Qu'est-ce qui se ramasse à l'enfouissement? Donc, on avait le papier et carton qui était séparé, les types de plastique séparés, les matières organiques, les déchets, tout ce qui était résidus de construction, matières dangereuses, canettes, métal, verre, tout ça était divisé en 14 catégories là, pour savoir exactement le pourcentage, puis avoir une représentation, puis savoir où s'améliorer par la suite. C'est quoi les chiffres? Oui, la grande question. Dans le fond, on a 35% de vrais déchets qui se ramassent aux déchets. Juste ça? Oui, qui se ramassent, ouais, exactement, mais c'est une augmentation de 9% par rapport à notre dernière caractérisation qui était de 2015. Donc, je pense que c'est quand même une bonne chose, là, une belle fierté quand même d'amélioration. On a 37% de matière organique. Ça, on a diminué de 3%, donc une mini-amélioration, mais il y a beaucoup de travail à faire. Trop de matière organique qui se ramasse encore aux déchets. Au niveau des matières recyclables, on a 19%. Puis, étonnamment, le papier carton, on en retrouve énormément. Pourtant, on dirait que c'est des matières que tout le monde sait que ça va au recyclage, qui est allé au compost là, quand c'est souillé, mais ça ne devrait pas se retrouver aux déchets. Là. On ne comprend vraiment pas cette partie-là, donc on focus là-dessus aussi maintenant. Au niveau des matières valorisables qui iraient à l'éco-centre, c'est un 9% qui reste stable là, depuis 2015 aussi. Là. Ça ressemble à ça. Je pense que c'est beaucoup de matières inconnues qu'on se pose la question où ça va. Avez-vous une idée qu'est-ce que ça représenterait comme économie si les matières seraient mises dans les bons bacs? Oui, c'est près de 400 000 $ qu'on réussirait à économiser. Donc, on dit toujours que ça coûte cher faire le tri, la gestion des matières résiduelles, mais si on le trie comme il faut, on réussit à sauver l'argent, donc pouvoir le mettre ailleurs aussi. Donc, ça coûte cher, les déchets. Est-ce que vous pouvez aussi gagner des années de vie pour votre centre d'enfouissement? Oui. Dans le fond, à la construction, le lieu d'enfouissement technique était censé fermer en 2030. On a déjà gagné 5 ans par la diminution de ce qui se ramasse à l'enfouissement, mais on diminue malgré le fait qu'on n'envoie pas les bonnes choses. Là, il y a quand même une belle diminution. On est à 21 000 tonnes de déchets qui se ramassent à l'enfouissement par année. Donc, ça a permis de baisser là, depuis. Puis, on est en train de regarder là, les prochains chiffres, mais on aurait encore gagné quelques années là, pour notre lieu d'enfouissement technique. Là. Pourquoi vous avez installé des puces électroniques sur vos bacs? Bien, ça permet premièrement de suivre les bacs. Souvent, on dit qu'ils sont pas collectés, puis là,
On va vérifier, puis ben, il a été collecté ou il n'était pas sorti au bon moment. Donc, nous, ça nous permet aussi de pas renvoyer le camion, on perd pas de temps. Puis, ben, ça peut arriver qu'il tombe dans le camion, ça permet de retrouver le bac. Puis, à long terme, c'est pour mettre la collecte intelligente. Donc, de pouvoir de payer selon le nombre de fois qu'on sort notre bac de déchets. Donc ça c'est on travaille là-dessus, on n'est pas encore à 100% prêt à le mettre en place, mais on commence tranquillement à informer les citoyens que exemple que la tarification incitative serait en place, ben tu paierais tant au lieu de payer tant. Donc juste pour informer, puis ça permet aussi de s'améliorer, de payer vraiment pour ce qu'on jette. Avis aux intéressés, une formation d'éveil à la lecture sera bientôt proposée pour transmettre l'amour des livres aux plus jeunes. Ne manquez pas cette opportunité unique d'éveiller leur curiosité et de les initier aux merveilles de la littérature. Écoutons Sabrina Mallette, responsable du développement numérique et culturel au réseau Biblio de la Gaspésie et les îles, nous en dire davantage. Bonjour Sabrina. Bonjour. Prochainement, il va y avoir une formation d'éveil à la lecture avec Manimo. Mais c'est quoi ça au juste, Manimo? En fait, c'est c'est une formation qui est donnée pour le CAC Manimo, qui est un regroupement, un centre d'action concerté. Dans le fond, c'est des partenaires qui se sont réunis autour de favoriser prévenir les difficultés en lecture et en écriture pour favoriser la réussite. Fait qu'on se concentre sur les 0,5 ans pour prévenir dans le fond, tout ce qui va être au niveau des problèmes de langage, un meilleur réussite scolaire, puis aussi s'assurer qu'il y a, dans le fond, toute la population ait accès à des activités en lecture et en écriture. Cette formation-là, d'éveil à la lecture, s'adresse à qui exactement? Elle s'adresse à des adultes ou des adolescents qui veulent partager leur goût de la lecture avec les enfants. Dans le fond, dans le sujet, qu'est-ce qu'on va aborder, c'est l'importance de la lecture. On va aussi comment choisir notre lecture pour intéresser les plus jeunes aux livres et au développement du langage et tout ça. Bon, par le jeu. Donc, on va avoir la partie de comment sélectionner nos livres. On va parler aussi de qu'est-ce que la lecture enrichit. Juste, c'est une façon de raconter des histoires qui va aider à la stimulation de l'intérêt pour les non-lecteurs. Puis, on va aussi expliquer comment planifier une heure du conte, puis comment planifier tout le déroulement d'une activité d'animation. Est-ce que c'est vous qui va l'animer, la formation? Oui, c'est moi-même qui vais l'animer. On a deux choix de disponibilité de lieu. On a une première passation le 29 janvier à OK. 13 heures Mhm. à la bibliothèque de New Richmond, la bibliothèque du Vieux-Couvent. Puis, dans la même journée, un peu plus tard en soirée, soit à 18 heures, je vais être à la bibliothèque Françoise Bijoux de Bonaventure. OK. Est-ce qu'il faut s'inscrire à l'avance? Oui, il y a des inscriptions. Il y a une affiche qui est disponible pour scanner le code QR dans chacune des bibliothèques. Puis il y a aussi, si on se déplace sur le site du réseau Biblio Gaspésie-Lavallienne, dans la section communiquer, on a le lien pour remplir un formulaire. Ça permet aussi que, par exemple, des éducatrices qui auraient besoin d'avoir un certificat parce que je sais que ces personnes ont souvent besoin des heures de formation, ben, je vais être capable de leur fournir un certificat, comme quoi ils ont participé à la formation, en fait. OK. Mais pourquoi c'est important d'éveiller le goût de la lecture aux tout petits? Le pourquoi, c'est parce que ça prévient beaucoup de problèmes de vulnérabilité on va aussi, ça aide aussi au niveau du développement scolaire pour que ça soit plus facile dans le cursus scolaire. Euh, au- Puis c'est prouvé que les gens qui ont une meilleure littératie vont avoir plus de facilité au niveau de com- comprendre comment se débrouiller dans la vie parce que c'est plus difficile si on a un plus faible taux de littératie, puis en passant par le jeu, si on,
si on l'intègre par le jeu, ça devient une façon plus facile d'avoir un accès à la littératie. Puis, plus on commence tôt, plus l'intérêt peut être grandissant. OK. Alors, on va répéter la date. C'est le 29 janvier, vous m'avez dit, hein? Oui, le 29 janvier. Pour la formation à New Richmond, on est à 13 heures. Puis pour celle de Bonaventure, on est à 18 heures. OK. Bien, je vous remercie beaucoup, Sabrina, d'avoir pris le temps de nous parler de cette formation-là. Merci. Les industries FIPEC sont la référence incontestée et reconnue dans le domaine de la fabrication des filets et de casiers sur mesure, offrant une expertise inégalée des produits de qualité adaptés aux besoins spécifiques de chaque client. Télévague a saisi l'occasion de capturer des images et de converser avec l'un des copropriétaires de l'entreprise. Il s'agit de Daniel Desbois. Fondée en 1967 par 3 frères Desbois, les industries FIPEC ont d'abord offert la vente d'articles pour la pêche commerciale ainsi que le montage et l'assemblage d'engins de pêche. L'entreprise a diversifié sa production en créant notamment, à compter de 1985, des filets protecteurs pour le sport. En 2013, les industries FIPEC ont fait l'acquisition de l'entreprise La Fine Mouche, une compagnie reconnue dans la vente d'articles de pêche commerciale, notamment dans la fabrication de différents casiers utilisés pour la pêche au crabe, au homard et au bourgeot. C'est à partir de ce moment que les industries FIPEC sont devenues l'un des principaux distributeurs de l'Est du Canada et ainsi que leurs filières de filets faits sur mesure sont distribuées partout en Amérique du Nord. Comment ça se fabrique un casier de mort? Le casier de mort, d'abord, la broche arrive en rouleau. OK. Elle est découpée en pièces. Puis après ça, bien, les pièces sont pliées puis assemblées. Puis les entrées sont faites manuellement aussi par d'autres personnes. Les entrées et les prisons qu'on appelle là. OK. Ça prend combien de temps à faire un casier? Bah, ça dépend vraiment du type parce qu'on personnalise vraiment beaucoup les casiers. Okay. C'est tout dépendant de la demande du client. On en fait peut-être, je sais pas, 50 à 100 par jour. La broche, elle arrive-tu comme enrobée d'un produit? Oui, c'est de la broche galvanisée, OK. Enrobée de la vinyle. La vinyle. Oui. C'est quoi la différence de fabrication avec un casier pour le crabe des neiges? Bah, c'est vraiment pas la même chose du tout. Non, ces structures ne sont pas faites du tout. Les structures, vraiment, le crabe des neiges, c'est vraiment des structures d'acier où le fer va aller jusqu'à 1,25 pouce de diamètre. Là. OK. Fait que c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus résistant aussi. Là. Est-ce que c'est vous qui avez élaboré la forme circulaire au casier? Ouais, pas avec FIPEC, mais dans le temps, oui, on était des premiers des précurseurs à utiliser le casier qu'on appelle style japonais. Là. Okay. Mais pourquoi la forme circulaire? Ben, c'est pour s'empiler. Ah, ça s'empile mieux. C'est sur le bateau, là, la manipulation sur le bateau. Ça fait que quand tu déménages tes casiers, là, c'est beaucoup plus facile qu'avec un casier carré. Là. OK. Puis est-ce qu'il y a juste comme une grandeur standard d'un casier de mort? Non. Il y a trois tailles particulières pour le crabe des neiges. Mais là encore, on y va vraiment sur mesure, sur la hauteur, les angles, tout de bas. Chaque pêcheur a ses préférences. Puis c'est combien de temps à fabriquer un casier pour le crabe? On fait à peu près une 40 par jour. Là. Toutes vos sortes de casiers pour la pêche commerciale, est-ce que c'est seulement envoyé au Québec ou? Non, tous les maritimes aussi. Toutes les maritimes? Maritimes, oui. OK. Puis, vous faites aussi des filets pour la pêche scientifique? C'est quoi les différents types de filets qui existent? Ben, c'est tous des filets pour l'échantillonnage. Pour faire l'échantillonnage surtout. Puis il y a différents types d'engins de pêche. Il n'y a pas seulement des filets, mais il y a aussi des sortes de trappes. Là, qui, selon certaines espèces, si ça va d'un lac, d'une rivière, il y a différentes techniques. Là. Okay. Pour attraper les poissons, pour les garder vivants aussi. Il ne faut pas seulement les attraper. Là. C'est surtout d'en garder la plupart vivants. Quoi le matériel que vous utilisez pour faire ces filets-là? Ben, ça va du monofilament au multifilament. C'est quoi la différence mono ou filament? Monofilament, c'est plus quelque chose comme le fil de pêche de nerf que vous utilisez pour pêcher le hareng ou aller pêcher le maquereau. OK. Ben, le fil, la plupart du temps, c'était monofilament. Le multifilament, ça ressemble plus à un nylon. C'est plus un nylon. Là. Ouais. Puis on a un troisième type aussi qui est le polypropylène. Là. OK. Vous faites aussi, vous avez un département filet fait sur mesure. Ça s'adresse à quel genre d'activité, ces filets-là? Ben, tout ce qui est tous les sports. Okay. Tous les sports, ben, toutes les municipalités, on travaille au niveau des arénas. Okay.
les filets de golf, les filets de soccer, baseball, tennis, softball, pickleball, tous les sports. On va aussi au des filets pour les chevaux. Les filets pour les chevaux pour mettre les balles de foin dedans. Après le projet, on est un peu partout là, avec Hydro-Québec, Bombardier, Rivière-le-Breton, les filets de protection, de sécurité. Les filets pour les remorques. C'est pas des gros volumes, mais on a une douzaine de personnes qui travaillent à l'année. Vos filets puis les casiers, c'est fait où? Ici. Ici, à Opton. À Opton et Garde-Rivière pour les filets. OK, aux 2 points. Oui. Mais Opton, on fait casier au mort, casier à crabe, puis le filet aussi. Okay. Puis est-ce que c'est tout fait à la main, les filets? Oui, c'est beaucoup de travail manuel. OK. Puis en tout et partout, aux 2 points de vente, là, vos 2 bureaux, il y a combien d'employés? En pointe, 40-45. Vos produits sont vendus où? Au magasin d'Opton, bien Ontario, à Garde-Rivière. Okay. Vous avez-vous un site aussi? Oui, on a un site web aussi. C'est sûr, on a les vêtements de travail. Là. Les vêtements de travail, bottes, vestes, pantalons. On a aussi tout ce qui est accessoires de bateau pour la réparation de bateaux, pour changer les pièces de rechange pour les bateaux. On est pas mal fort au niveau de la pêche sportive aussi, là. Puis un peu de la chasse. Là. On a toujours des nouveaux produits en développement. Grâce à leur expertise et à leur savoir-faire, les industries FIPEC ont su s'imposer comme une référence incontestée dans le domaine des articles de la pêche et de la navigation, ainsi que pour le travail et les loisirs. Les industries FIPEC continuent d'innover en développant de nouveaux produits pour répondre aux besoins évolutifs des pêcheurs professionnels et amateurs. Télévague vous transmet un hommage à l'égard de Robert Mécanis, un homme ayant consacré plusieurs années au développement de la municipalité Port-Daniel-Gascon. Lors du dernier conseil municipal de Port-Daniel-Gascon, le maire de la municipalité, Henri Grenier, a rendu un hommage à l'ancien maire Robert Mécanis, qui est décédé pendant le temps des fêtes. Écoutons ses propos. Comme vous le savez, durant la période des fêtes, la municipalité a perdu l'un de ses anciens maires et nous aimerions ce soir lui rendre hommage. M. Robert Mécanis nous a quittés et c'est avec une immense gratitude que nous tenons à souligner son départ vers un monde meilleur. M. Mécanis a consacré 2 décennies de sa vie au service de notre municipalité en tant que maire. Pendant 20 ans, M. Mécanis a porté sur ses épaules la responsabilité de guider notre communauté avec une vision claire, une détermination inébranlable en vertu de son développement et un profond attachement à la municipalité. En tant que maire et par son leadership, il a su transformer des défis en opportunités et façonner un avenir meilleur pour nous tous en étant un fervent défenseur de la cimenterie. Sous sa gouvernance, notre municipalité a connu des avancées significatives. Il s'agisse de l'amélioration de nos infrastructures, du développement économique ou de la préservation de notre patrimoine, en l'occurrence la revalorisation de la Maison Legrand. M. Mécanis, vous avez laissé une empreinte sur notre histoire et nous tenons, au nom de tous les citoyens, à vous en remercier. Merci, M. Mécanis, avec tout notre respect et notre admiration. Ceci conclut notre édition d'Hebdo4 du 26 janvier. Merci beaucoup pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'information locale et régionale. Passez une bonne semaine!